En 20 minutes, on commence à donner des bases, parce que généralement, tout le monde s'endort. C'est de bonne attention du chercheur quand même. Hein. Je ne vous parle pas des élèves de CF2. Histoire que tu ne te mettes pas les questions. Oui, bah, je ne vais pas trop bouger. Parce que normalement... Normalement, il y a la traduction automatique. Oui. Elle vaut ce qu'elle vaut. Oui, mais ça donne rouge. J'aimerais juste vérifier qu'on nous entend à distance. Normalement, c'est ce micro-là qu'on a. Oui, Et avec le lien de connexion. Ah ouais, c'est bon, c'est enregistré. Ouais. En plus, il y a un traducteur automatique. Dis une bêtise. La dernière chose à vérifier, ça va être de voir s'ils nous entendent à distance et s'il faut l'écran. A priori, l'écran, ça devrait pas être blanc, j'ai partagé. Regarde, on va dire une bêtise, on va voir si ça marche. On est dans un PDF. Non, que Yannick a envoyé à tout le monde. Il vient de tousser, donc il y a à peu près 3 secondes de décalage. Il est en ligne, il y a pas 3 secondes. C'est pas ce que tu dis, c'est qu'il arrive sur le... le son. Ok, donc on entend. Bon, ça fonctionne à distance. Ouais. Est-ce que tu veux essayer la zapette? Oui, donc là c'est bon. Je ne sais pas si ça fonctionne avec ce logiciel. Alors, ouais, ça a l'air de marcher. Ok. Bon, le direct est en marche, donc tu peux commencer un peu comme tu veux. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à vous présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, Bernard Lolanier, qui a été enseignant, chercheur au département de génie mécanique. Avant, ce n'était pas génie mécanique, mais c'était génie mécanique conception, voire construction, à un moment. Et au laboratoire de vibration acoustique. Donc, 40 ans de carrière. Qui va essayer de nous expliquer, de nous synthétiser dans les principaux axes et les principaux résultats. Donc, eh bien, Bernard, je te laisse prendre la parole. Merci Nicolas, merci pour cette invitation du labo pour que je vous parle pendant peut-être 45 minutes. Ça m'étonnerait peut-être que ce soit plus long, mais bon, sur 40 ans d'exploration LBA. Alors en fait, rayonnement acoustique des coques Reddy, de la vibroacoustique et jusqu'aux ouvrages de génie civil, donc il y a une sorte de continuité que je vais essayer de vous montrer. Alors bon, je n'ai pas présenté tous mes thèmes de recherche dans cet exposé, donc je vais me concentrer sur une sorte de fil assez logique pour moi et peut-être, j'espère vous montrer pour vous. Donc ça a commencé par le rayonnement acoustique des coques cylindriques Reddy en fluide lourd, donc assez prétentieux, en gros c'est des applications sous-marins et acoustiques rayonnées dans l'époque 1980-1990. Alors l'intérêt que je vais essayer de le présenter sous la forme du contexte, ça veut dire le contexte était très contraint, très petit, et je vais vous montrer comment finalement à l'époque, et je pense que c'est peut-être toujours un peu le cas, mais la contrainte amène à faire des choix et à avancer dans certaines directions et pas dans d'autres, parce que là, c'était quand même assez un contexte d'acoustique débutante. Alors, je vais me placer dans ce contexte-là pour faire cette première partie. La deuxième partie, bon, là, on est plus sur finalement comment on peut passer assez simplement de ce que vous connaissez en acoustique rayonnée à une acoustique rayonnée dans l'eau, à une acoustique finalement couplée à des sols, donc avec un couplage particulièrement fort par rapport au premier couplage qui est un couplage en fluide lourd. Déjà là, on a un niveau de
de couplage avec la structure qui est bien au-delà, comme vous allez le voir dans ces transparents, ces diapositives. Et puis pour terminer, bon, finalement, comment on en arrive à s'intéresser, le hasard des rencontres d'une carrière fait qu'on peut se confronter à la compréhension des vibrations causées par les mini-séismes dans des ouvrages du génie civil. Alors pour ne pas les nommer, évidemment, ça sera des aménagements hydroélectriques. Et je resterai un petit peu vague sur les côtés locaux qui ont été la source de ces résultats expérimentaux et numériques. Voilà, donc ça ne veut pas. Les pointeurs vers l'ordinateur. Peut-être. Ah, si, ça va. Tu peux bouger ma base. Oui, je vais le faire. Voilà, donc le contexte acoustique ou LVA, donc c'est quand même pour le laboratoire de l'époque, bon, c'est bien centré sur 80-90, après ça va se développer dans ce même contexte, mais quand même, bon, on dispose, pour voir un peu comment on faisait les choses, on dispose d'un fameux tronçon Concorde. À l'époque, il y avait un tronçon Concorde à l'échelle 1 qui avait été livré au laboratoire et qui a permis de commencer à s'intéresser à la transparence acoustique des coques cylindriques ready pour des applications aéronautiques. Donc, c'est des mesures de transparence qui sont faites. Alors, je pense qu'elles sont faites en ondes planes, il n'y a pas de champ diffus parce qu'on ne dispose pas de chambre réverbérante. Est-ce qu'on mesure les vibrations de la coque? J'en suis pas trop sûr. Je pense qu'à l'époque, les collègues se limitaient à ce qui était possible, c'est-à-dire faire des mesures de micro-micro, donc faire une mesure de transparence. Donc pas de chambre réverbérante, pas de champ diffus, pas d'analyseur de spectre. On est en 85, le premier analyseur de spectre arrive en 85, un monocanal. Et donc, on se contente de faire des excitations harmoniques. On mesure des transparences sur des morceaux de panneaux d'Airbus qui sont livrés, hein, c'est à peu près dans tout le contexte aéronautique, qui est à l'époque dirigé par Claude Sueur, le fondateur du labo. Donc on va parler des 50 ans bientôt, donc on peut lui rendre cet hommage. Alors après, on a une connaissance analytique et numérique des opérateurs de coques. Ça peut être utile. Les coques aéronautiques se prêtent à de l'homogénéisation parce que la périodicité est assez forte. Donc, je pense que les comparaisons de expérience sont faites à partir d'homogénéisation de ces coques cylindriques. Le rayonnement est simulé en champ lointain seulement parce qu'on a des formules analytiques, la phase stationnaire. Tout ce qui est champ proche, c'est du numérique qui n'est pas à notre portée à l'époque. Je parle bien pour le LVA. Et bon, pas de fluide lourd parce que la pression pariétale n'est pas simulée numériquement. Et donc, d'ailleurs, dans l'air, elle n'a pas un intérêt majeur de s'intéresser à la pression pariétale. Quelle idée d'aller chercher ça. Et donc, évidemment, le couplage fluide-structure reste à découvrir. C'est ça qui nous a un peu passionnés dans ces premières années. Alors, ailleurs en fluide lourd, on a des contacts avec le CERDAN, Centre d'études et de recherche sur la dissipation acoustique des navires, qui sont toujours basés, qui ont changé de nom, qui sont toujours basés à Toulon. On a une maquette, on va dire, le CERDAN dispose d'une maquette qui s'appelle Pégase, je vous montrerai la photo par la suite. Elle a des défauts, elle est partiellement immergée. On l'a coulée, forcée avec des gueuses de fonte sur facilement 30 à 40 degrés d'ouverture par le fond pour pouvoir qu'elle soit immergée. Elle n'est pas totalement immergée, elle est émergée par la face supérieure. Donc évidemment, les modèles analytiques vont être souvent biaisés par rapport à ces comparaisons de expérience qui peuvent venir du CERDAN. C'est l'époque où on se pose des questions sur les logiciels, sur les simulations numériques. L'élément fini en acoustique est toujours un peu plus exigeant. Et donc, en conséquence, c'est qui calcule correctement. Donc, sur des cas-tests, l'époque, à l'initiative de la SFA, donc ces valeurs, c'est un système de collaboration entre labos qui est mis en place pour comparer les méthodes numériques qui sont issues, ONERA, des grands noms, on va dire,
Onera, CSTB, UTC, LMA et le LVA. Et nous, on est plutôt sur les modèles analytiques. C'était notre compétence et donc on sert de base de calcul pour certaines comparaisons. Alors, on dit, hein, moi je vous dis ce que je me souviens de l'époque, on dit que les simulations numériques fournissent des résultats bien trop purs. Il y a très peu d'amortissement dans les simulations numériques, alors qu'expérimentalement, il y a pas mal d'amortissement. Alors bon, effectivement, les structures internes aux sous-marins ou aux maquettes sont source d'amortissement, et donc c'est ce qui va créer après certains, je ne vais pas citer certains noms, mais bon, le flou structural. Il n'y a pas que le structural qui était flou, le contexte était assez flou, et donc on nous disait que les modèles étaient trop purs. Voilà, alors on va être proposé, il y a des idées qui nous sont soumises par des GA et compagnie. Intéressez-vous au masquage. Le masquage qui fait que vous allez interposer une couche souple entre la coque cylindrique et l'eau. Évidemment, vu la densité de l'eau, ça va être une solution qui peut être assez performante. Maintenant, on ne sait rien, nous, sur le masquage, on n'a aucune expérience, donc on part faire des modèles de masquage, alors que 2 ans avant, on en était à essayer de comprendre déjà le rayonnement acoustique en flux de l'eau. Voilà. Et puis, finalement, alors du coup, la nécessité, je dis bien, parce que toujours pareil, cette nécessité nous amène à développer les méthodes analytiques modales, donc ça reste assez intéressant, les méthodes modales sont assez pertinentes. Et par exemple, les calculs numériques, on a 160K pour faire des calculs où on fait de la résolution matricielle. Donc, c'est évidemment très contraint. Quand on a 10 modes de coque dans la boîte, dans notre matrice, on arrive à faire des simulations numériques avec peu de choses. On fait des choses quand même. Alors après, pour des raisons analytiques et de simplicité, on suppose le cylindre appuyé aux extrémités, bafflé, comme les plaques. On faisait des plaques bafflées, appuyées. Alors pourquoi appuyées? Parce que c'est les solutions qui sont les plus régularisantes. Les modes de coque cylindrique, on va apprendre le couplage des vibrations entre le plan et la vibration hors plan. Donc c'est des quantités qui sont à découvrir par rapport aux plaques. Et donc le calcul de rayonnement est à faire en paroi, parce que c'est de l'eau. La réaction de l'eau est forte sur les vibrations de la structure. Conséquence, il faut calculer une pression pariétale. Et ça, on va y arriver, c'est très nouveau. Voilà, donc apparition de la notion de couplage intermodal, j'en reparlerai juste après. Et puis, alors, les coques de sous-marins sont raidies circonférentiellement. Ça tombe bien, on va voir pourquoi, mais il va falloir prendre en compte ces raidisseurs à l'intérieur de la coque. Alors, par exemple, ici, vous avez effectivement Pégase, qui est une photo récente prise sur Var-Martin, qui existe toujours, donc elle est visitée. Donc, on l'avait visitée à l'époque. Donc, c'est quand même 12 mètres de diamètre, 6 cm d'épaisseur, et en longueur, elle est à l'échelle au rayon, et en longueur, elle est simplement sur une trentaine de mètres. Donc, voilà, et donc les collègues du Cerdan à l'époque font des mesures de vibration, de la coque, etc. à l'intérieur. Bon, elle est remplie elle est vide en termes d'équipement, mais elle a quand même un treillis de poutres qui supportent les planchers à l'intérieur, qui sont suspendus sur des appuis élastiques qui font une certaine hauteur. Voilà, alors on va répondre à certaines questions dans ce contexte. C'est quoi le fluide lourd? Alors, fluide lourd et fluide, là on se dit, oh c'est vrai que ça paraît maintenant assez trivial, mais bon, à l'époque, c'est quoi le fluide lourd? Les masses et amortissements ajoutés. Le rayonnement en eau, donc on va être obligé de faire du calcul de pression pariétale, calculer la pression en champ lointain, l'effet de courbure sur les vibrations, on va découvrir ça, l'effet des raidisseurs sur le comportement des coques, et sur le comportement vibroacoustique, l'effet du masquage, bon, j'en toucherai 2 mots, et puis effectivement, donc la différence entre un couplage fluide réparti et un couplage mécanique local. Donc c'est vrai que le couplage acoustique est réparti, et ça fait qu'il est nettement moins contraignant en termes de série modale. Ça veut dire que comme il est réparti, finalement, on peut se contenter du mode résonant à la fréquence dans laquelle vous travaillez dans le fluide lourd. Et le mode en question suffit à avoir une bonne approximation de la puissance rayonnée par la coque. Si vous faites ça avec les raidisseurs, vous êtes obligé, vu ce couplage qui est extrêmement fort et local, à ce moment-là, vous êtes obligé
de travailler avec la série et faire attention à ne pas tronquer la série trop tôt, sinon vous dites carrément n'importe quoi en termes de vibration de structure. Voilà, alors une plaque, ce n'est pas une coque, bon, évidemment. Alors c'est un exemple, un peu de simulation numérique, si vous faites de l'excitation acoustique, champ diffus d'une plaque infinie. Ici, c'est une plaque qui fait 1 cm d'acier, qui est dans l'air, alors baignant dans l'air, RR, la transparence acoustique RR. Bon, vous avez classiquement l'indice d'affaiblissement qui évolue en fonction de la fréquence. Vous récupérez la fréquence critique de cette plaque en air et vous avez comme ceci le comportement en masse, le comportement en raideur, et ça, c'est des choses qui sont évidemment très connues, et puis vous pouvez calculer un indice d'affaiblissement. Si vous faites la même chose dans l'eau, donc la plaque est dans l'eau, et elle sépare le milieu identique au, bah là, si vous cherchez les dB, à 1000 Hz, vous avez 0,2 dB, et à 10 000 Hz, vous avez 2-3 dB. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une adaptation d'impédance qui est absolument faramineuse, qui est à peu près trivial d'une certaine façon. Si on a le sens physique, on peut s'y attendre, mais quand même, quand on voit les quantités, on se dit, pouf, c'est sûr que les coques et les plaques, dans l'eau notamment, ça va avoir des comportements assez différents. Voilà, alors du coup, des courbes de dispersion de coques cylindriques finies. Bon, voilà ce qu'on sort à l'époque pour essayer de comprendre la vibration de structure. Bon, là, vous avez les courbes de dispersion, donc fréquence des modes de coque cylindriques en fonction du nombre d'ondes mécaniques modales. Et ce qui est caractéristique des coques, bah, c'est que vous avez comme ceci, contrairement à la plaque équivalente, donc si vous avez la plaque équivalente, c'est cette branche parabolique par le bas, ici, qui tend vers 0 normalement, bah, vous avez comme ceci des tas de modes qui vont apparaître et qui sont typiques de la courbure. Alors, comment ça se lit? Vous avez ici vers 2000 Hz notamment, vous avez toute la série des modes d'ordre circonférentiel 0, donc ce qu'on appelle les fréquences, les modes de respiration. Donc, on était très braqué sur ces modes de respiration, et finalement, bon, dans notre problème, ils n'apparaissaient pas franchement de manière importante. Pardon. Donc, vous avez l'ordre 0 qui n'est pas représenté, et puis ici, vous avez les ordres cylindriques d'ovalisation qui apparaissent, donc avec les modes 1, 2, 3, etc. Donc, ce qui va être nouveau pour nous, c'est qu'effectivement, la fréquence d'anneau de cette coque se situe vers 2000 Hz. Et puis, vous avez comme ceci les modes les plus bas en fréquence. Contrairement à une plaque appuyée, où vous auriez le mode 1.1 qui apparaîtra en premier, ce n'est pas le cas. Ça va être un mode d'ovalisation bien plus élevé, notamment un truc comme 4 ou 5. Donc voilà, ça c'est la simulation numérique sur des vibrations de coques cylindriques caractéristiques, qui n'est pas du tout à l'échelle d'un sous-marin. Alors, les opérateurs de coques, on les connaît, donc vous prenez la littérature. Donc ce qui va être caractéristique, c'est que les trois déplacements, le déplacement radial et les déplacements dans le plan UX et Uθ, donc vont être couplés. Donc il va falloir résoudre ces trois équations ensemble. Et puis c'est vrai que l'opérateur différentiel ici, qui est plutôt celui de Donnel, si vous faites tendre le rayon de la coque vers l'infini, vous apercevez que vous découplez les vibrations dans le plan des vibrations normales au plan. Donc vous allez, comme ceci, faire apparaître à la limite, si R est suffisamment grand, vous avez d'un côté les modes de flexion qui vont être régis par l'équation des plaques en flexion. Et puis ici, vous avez l'opérateur qui va rester couplé sur les vibrations U et V dans le plan de la coque. Voilà. Alors du coup, je vous ai fait une copie d'écran, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon, l'intérêt, c'est plutôt de vous présenter. Il faut donc calculer ces pressions pariétales. Donc ça passe par la notion d'impédance de rayonnement acoustique. On connaît les impédances de rayonnement acoustique des plaques appuyées. Ça fait partie d'une littérature qui est bien connue. Donc on essaye de faire la même chose pour les coques cylindriques. Et donc, ce qui va être caractéristique, c'est que la pression acoustique pariétale modale, donc si vous prenez un mode circonférentiel P
avec un mode longitudinal M. Donc ça, c'est un mode bien établi au niveau de votre équation de dispersion. Ben, finalement, la pression pariétale de ce mode va s'établir et va se mettre à dépendre des autres modes longitudinaux. Ça veut dire que, typiquement, le mode 2 va être 2, 1, 2 circonférentiel, 1 longitudinal, va être couplé à un mode 2 circonférentiel, 3, 4, 5 longitudinaux. Donc ça nous amène à résoudre un problème matriciel, donc c'est effectivement un petit peu délicat au niveau numérique. Et tout ça, ça se résout, je le dis à peine, c'est des méthodes qui permettent, puisqu'elles sont géométriquement adaptées, on fait de la transformée de Fourier spatiale, ici, selon un axe. L'intérêt du cylindre, c'est qu'on n'a qu'une transformée de Fourier selon l'axe d'espace, contrairement aux plaques où il faut faire les deux transformées de Fourier d'espace. Donc sur le cylindre, de ce point de vue-là, numériquement, c'est plus sympa. Voilà, alors du coup, on a ces pressions qui vont être finalement, la quantité importante à calculer, ben, c'est les impédances de rayonnement. Donc on va les calculer évidemment numériquement. Bon, vous avez ici la formule, ce n'est pas très intéressant de s'attarder là-dessus. Et vous avez ensuite les résolutions de système. Donc on va s'apercevoir analytiquement, on sait que les modes restent le couplage fluide structure laisse les modes circonférentiels indépendants. Donc, vous prenez le mode 2 circonférentiel et à ce moment-là, pour ce mode 2, vous allez avoir l'interdépendance avec tous les ordres longitudinaux de la série. Alors, il se trouve que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au départ, le couplage étant réparti, finalement, si vous tronquez au premier terme, c'est-à-dire que vous vous intéressez simplement à l'impédance de rayonnement du mode sur lui-même, vous avez quand même une bonne approximation du problème. Ce n'est pas du tout le cas pour les raidisseurs. Alors, les raidisseurs, eux, pareil, on met des raidisseurs annulaires parce qu'on n'a pas la possibilité numérique. Bon, le problème ne se pose pas selon des raidisseurs qui seraient selon l'axe de la coque, ce n'est pas le cas. Mais on va s'intéresser à des raidisseurs circonférentiels, ce qui est le cas du sous-marin. Et à ce moment-là, ces raidisseurs circonférentiels vont coupler les ordres longitudinaux qui sont déjà couplés théoriquement par le couplage fluide-structure. La grande différence, c'est que cette fois-ci, dans la série, bon, ça ne paraît pas bien ici, hein, c'est une photo, et bien finalement, dans la série, on est obligé d'aller chercher tous les termes du couplage mécanique. Alors ici, vous avez l'expression, vous avez les ZPQM qui sont des impédances de rayonnement acoustiques et qui couplent les modes entre eux. Et puis vous avez des termes ici qui sont des termes de couplage mécanique apportés par les raidisseurs et qui, eux, se calculent analytiquement. Il n'y a pas de transformée de Fourier, c'est très facile de les calculer. Par contre, il faut prendre en compte tous les termes de la série selon l'ordre longitudinal pour avoir la convergence et avoir une solution correcte. Voilà. Alors, un petit passage par les pianos. On a un petit peu fait de piano à un moment. C'est juste pour illustrer le couplage fluide structure. Finalement, ce qu'on ne fait jamais dans l'air, il faut être masochiste pour calculer avec la pression pariétale un problème de rayonnement dans l'air. Mais bon, si vous prenez le cas du piano, bon, ici, c'est une table de piano droit, donc avec des barres, etc. Et donc, on peut s'amuser avec un logiciel qui fait du couplage fluide structure à regarder l'influence de l'air sur la vibration de la plaque homogénéisée en bois correspondante. On s'aperçoit que, bon, voilà, il y a très très peu de masse ajoutée, parce que vous voyez que les deux courbes sont pratiquement, les pics sont pratiquement l'un sur l'autre. Donc évidemment, l'acoustique, le couplage acoustique reste faible. Et puis ça se traduit un petit peu par l'aspect rayonnement acoustique rajouté. Et là, il y a un peu de dissipation qui se rajoute dans le problème. Si on regarde un peu au-dessus de 1000 Hz, il y a des petits écarts de 2-3 dB. Si on veut être puriste, il faudrait toujours calculer du rayonnement, enfin, par les méthodes, même des méthodes de couplage fluide structure numérique, normalement, si on voulait vraiment avoir les précisions très importantes, il faudrait prendre en compte le couplage avec l'air. Voilà, alors bon, ça c'est des exemples de sorties de vieux documents sur les parties réelles et les parties imaginaires. Donc on se conforte sur l'idée qu'on retrouve le fait que les parties réelles d'impédance de rayonnement ont des formes asymptotiques qui tendent vers, ça dépend de la norme, mais qui tendent vers 1 ou vers 0,5. Et puis on a les parties imaginaires qui traduisent un pic, et puis ensuite, à des nombres d'ondes élevés, tendent vers 0. Bon, ça, on a à peu près des résultats équivalents sur les modes de plaque.
Voilà, alors un premier résultat à l'époque, c'est de se dire, voilà, on fait une simulation numérique sur une coque de petite taille, celle que je vous ai présentée juste avant. Et voilà, on a un niveau de puissance rayonnée, on est content, le niveau de puissance rayonnée dans une bande ici 0,2 MHz. Bon, qu'est-ce qu'on constate? À part le niveau en soi, c'est qu'on est capable de calculer ça à l'époque, d'un point de vue performance, les moyens de calcul. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des modes qui sont apparemment très peu amortis, des sortes de pics dont la largeur de bande est limitée par l'amortissement structural. Et vous avez des modes qui, eux, sont vraiment assez aplatis, entre guillemets, donc la bande passante n'est pas du tout reliée à l'amortissement structural, et bien au-delà de l'amortissement structural. Bon, donc ça a fait l'objet d'une réflexion et de constater qu'effectivement, on voit apparaître l'effet dans l'eau du rayonnement acoustique qui vient amortir particulièrement certains modes de coque, ici, dans cette situation-là. Alors, du coup, ce qui est assez amusant, c'est que l'histoire de cette comparaison théorie-expérience, elle est totalement fortuite parce qu'on ne l'avait pas commandée. Nous, on fait des calculs en 90 à peu près. Les calculs que je vous ai présentés, ça date de à peu près 89-90, mettons. Donc, on a ces résultats de simulation en puissance rayonnée. Et puis, il arrive que Sabi Hayek, qui était à Penn State, qui fait son année sabbatique au labo, et donc, finalement, nous fait parvenir des résultats de la marine américaine qui sont déclassifiés. Et donc, on les compare et on s'aperçoit, on est à peu près content, on est en gros pas mal situé. Et puis surtout, vous apercevez que ici, typiquement, là, ça ne se voit pas tellement, mais on a quand même expérimentalement l'air d'avoir une sorte de patate, un mode assez amorti. Hein, c'est une coque. Et on a à peu près, en simulation numérique, on trouve à peu près les mêmes bandes passantes. Quoi. Donc, on est quand même assez content. On a des modes peu amortis. Bon, ça reste. Bon, ce résultat, après coup, ça n'a jamais été publié, mais bon, ça a été un résultat qui nous conforte dans l'idée que, finalement, on a une première comparaison de expérience avec les Américains, et bon, je ne critique personne, mais pas avec nos collaborateurs d'époque. C'est comme ça. Voilà. Alors bon, après, vous avez les schémas. Bon, voilà, le rayonnement acoustique, c'est traduit dans un milieu semi-infini extérieur, traduit par de la masse et par de l'amortissement ajouté. Il fait que si vous êtes dans l'eau, ça prend des importances quand même assez. On a aussi des panneaux d'Airbus, je vous en ai parlé. Donc ça, c'est un résultat qui est avec mon collègue de l'époque, Claude Boisson. Donc, il sort des modes de coque plutôt de type aéronautique. Alors, vous avez des choses assez intéressantes. Maintenant, la précision de ces résultats, j'en parlerai juste après. Mais disons qu'a priori, on a des tas de modes qui peuvent apparaître avec des déformés assez tout est possible, notamment les blocages au niveau des raidisseurs qui apparaissent ici sont loin d'être le cas. Donc vous avez des choses dépendant des raideurs rajoutées et des modes et des épaisseurs de parois de coque cylindrique, ici plutôt aéronautique. Voilà, alors les raidisseurs, les modèles de raidisseurs. Alors pour ce qui concerne la simulation qu'on fait dans l'eau, on va adopter des choses assez simples, c'est-à-dire que les raidisseurs annulaires sont des poutres. Les sections sont indéformables. Donc, à partir de là, les hypothèses sont très fortes, mais bon, on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire et ce qui est trop difficile à faire, prendre en compte ce qu'on appelle le déversement du raidisseur. Je pense que Laurent, ça doit dire quelque chose. Mais bon, voilà, donc les raidisseurs sont raides, au sens que dans la section droite, ils restent identiques, gardent leur forme. Du coup, avec ces défauts qui fait que généralement, les simulations numériques devraient s'arrêter à peu près au moment où le raidisseur commence à fléchir dans son plan. Bon, on les mène jusqu'à des fréquences assez élevées. Et donc, vous avez l'effet des raidisseurs sur une coque cylindrique dans l'air. Donc, classiquement, on décale beaucoup les modes, notamment les premiers modes se décalent au niveau de la DDF. Et puis voilà. Alors, si on regarde dans l'eau, les choses sont bien plus compliquées. C'est-à-dire que vous avez pratiquement pas de sensibilité entre une coque, enfin c'est peut-être pas toutes les types de coques, on ne les a pas toutes passées, mais au moins pour cette coque-là, on s'aperçoit que le raidissement a pratiquement pas d'effet, enfin voilà, très peu d'effet sur le rayonnement acoustique dans l'eau, alors que, ça se voit pas bien, mais en vibration, il est
très, très significatif. Alors après, on va s'apercevoir que autant le coefficient de rayonnement dans l'air est un indicateur intéressant, bon, autant dans l'eau, le coefficient de rayonnement, bon, il n'est pas très pertinent. Les coefficients de rayonnement dans l'eau pour cette coque sont en 10-4, 10-3. On est tellement loin de la fréquence critique, puisque vous savez que la fréquence critique, elle est au carré de la célérité du son, donc on est 16 fois plus élevé que dans l'air. Donc, généralement, on travaille dans un domaine de fréquence en rayonnement acoustique où on est très, très bas par rapport à la fréquence critique. Donc, le coefficient de rayonnement, bon, c'est pas très pertinent de s'attarder là-dessus, et c'est ce qui traduit le fait que finalement, on va dire ici, les images, les patterns de vibration et les patterns de puissance sont assez déconnectés en termes de piquage. Voilà, puis je vous ai dit, entre autres, on avait fait un peu de masquage. Alors, on a fait un peu beaucoup même. Mais bon, pour l'idée du masquage, c'est assez intuitif. Si vous avez quelque chose qui se déforme en interposant entre l'eau et la coque cylindrique, vous allez mettre une épaisseur de matériaux déformable. Et donc, vous pouvez espérer découpler ainsi la vibration de la coque de la vibration externe du matériau de masquage. Alors après, il y a plusieurs modèles qui sont proposés. On nous dit de travailler là-dessus. C'est juste intéressant de savoir qu'on fait, soit on décrit le masquage par une impédance localisée, donc ça veut dire que c'est simplement une raideur complexe. On interpose point à point entre la coque et l'eau. On sait comment recaler avec la vraie vie d'un matériau. Ça, c'est toute une problématique qui n'est pas du tout aisée. Alors bon, c'est vrai que si vous rentrez des impédances de matériaux relativement faibles, il y a un moment où vous découplez, effectivement, bon, vous apercevez que vous faites chuter la puissance rayonnée par rapport à l'absence de matériaux, et ça modifie quand même pas mal le comportement vibratoire de la coque. Alors bon, ça c'est très critiquable parce qu'il n'y a aucune contrainte sur la compressibilité. Et finalement, le paramètre qui gère l'isolement acoustique en rayonnement acoustique d'un cylindre dans l'eau, c'est la capacité du matériau à être compressible. Si vous rentrez un matériau trop compressible, oui, théoriquement, vous allez gagner, sauf que bon, ça ne tient pas la route, notamment si vous changez d'altitude, de profondeur, vous allez avoir des matériaux qui ne tiennent pas la pression, et en conséquence, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que quand on revient à des... bon, ça, après, je pense que les gens savent faire ça maintenant, en simulation. Donc, quand vous revenez à des matériaux où la contrainte de compressibilité est raisonnable, ça veut dire un peu plus compressible que l'eau, vous avez des gains qui deviennent beaucoup plus modestes. Voilà. Bon, alors j'ai fait un petit tour volontairement un peu aussi dans le contexte du rayonnement de ces cylindres dans l'eau à l'époque. Et puis après, petit à petit, finalement, on peut aller s'intéresser. Alors pourquoi faire du couplage fluide-structure avec passer du fluide structure au sol structure? Alors finalement, c'est parce que vous allez voir que ça s'écrit presque pareil. C'est ça qui est intéressant quand vous avez les équations de Navier qui vont gérer, contrairement à l'acoustique, l'équation d'Helmholtz, quand vous avez les équations de Navier que vous allez résoudre avec des méthodes de potentiel qui sont hyper connues, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec 4 équations d'Helmholtz, oui, c'est ça. Vous allez avoir 4 équations d'Helmholtz à résoudre, et d'un seul coup, vous résolvez Helmholtz depuis pas mal de temps, donc vous dites, ça doit quand même être assez très, très similaire. Et ça l'est, sauf que les quantités en jeu vont nous amener à des couplages. Alors cette fois-ci, le fluide structure de l'eau sur du cylindre en acier, bon, c'est significatif. Mais alors du sol sur un cylindre ou du béton, là, cette fois-ci, vous avez vous allez voir des effets qui sont vraiment au premier ordre. Alors là, c'est des photos qui sont de la mise en place de plaques avec tramway. Donc ça donne une idée que finalement, bon, allez, on voit qu'on a une plaque en béton, ce qu'elle sera appuyée, on n'est surtout pas convaincu, mais bon, on va faire avec, parce que ça permet de dégrossir le problème. Et puis vous allez avoir le sol qui va être évidemment en contact avec la plaque. Alors comment, finalement, pourquoi le problème
est très très voisin d'un problème d'acoustique qui est rarement posé. Alors, le problème d'acoustique classiquement posé dans la méthode analytique, c'est que vous faites du rayonnement de plaques, ou de piston, vous faites du rayonnement de plaques bafflé. Alors c'est bafflé parce que, évidemment, la surface bloquante à la surface amène une réduction, une simplification numérique du problème qui est énorme. Alors, on va juste le revoir juste après, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours placé. C'est toujours proposé de cette manière-ci. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est pas très bête de se dire qu'en gros, un haut-parleur, ça reste dans un caisson, c'est le baffle. Si vous mettez des haut-parleurs dans les murs, c'est typiquement la situation idéale pour projeter du son et passer à une source acoustique qui soit la plus efficace en basse fréquence. Par contre, pourquoi faire un couplage avec une surface libre? Donc, s'intéresser cette fois-ci. Donc là, vous avez le problème bafflé, qui est artificiel, mais quand même, qui fonctionne. Vous avez la plaque excitée avec un fluide semi-infini. Et à l'époque, je me suis intéressé au rayonnement acoustique de cette même plaque, mais cette fois-ci avec une surface libre à la surface. Voilà, donc à la surface, ce qui va changer, c'est qu'on va donner une condition de pression nulle. Donc, on a toujours la continuité du déplacement normal entre les particules fluides en contact avec la plaque et la vibration normale de la plaque. Et puis évidemment, ici, c'est qu'en surface, on va poser déplacement nul en dehors du baffle, et puis la continuité des déplacements sur la partie vibrante. Donc, on a comme ceci un fluide semi-infini. Donc, les deux écritures, alors bon, vous corrigerez, il y a des petites erreurs de signes pas très importantes, mais comme delta P plus K2P égale 0. Donc, vous avez l'écriture, finalement, les équations sont posées de cette façon-ci. Vous avez l'équation de plaque avec une excitation en force et puis une pression pariétale qui réagit. Et puis, dépendant du problème bafflé, on vient de dire que vous avez les conditions, les continuités de déplacement en Z égale 0. Et puis, ici, finalement, pression nulle sur la surface libre. Et puis, pour la partie vibrante, finalement, on a une condition de pression qu'on peut exprimer à partir de l'équation du mouvement de la plaque couplée au fluide. Alors, effectivement, toute la difficulté vient d'ici. Si vous prenez le problème sous forme intégrale, on peut montrer que la pression rayonnée dans un point M0 dans le fluide est proportionnelle, en quelque sorte, avec, vous avez classiquement la contribution de la vibration de structure, donc le dPdN, convolué à une fonction de Green de votre choix. Et puis, vous avez le deuxième terme très embêtant, c'est que la pression dépend de la pression par un terme de dérivée de la fonction de Green par rapport à la normale à la surface vibrante. Et le point M ici appartient à la paroi vibrante. Ici, le P de M, le M appartient à la surface vibrante. Donc, vous avez un problème où la pression, contrairement au problème non bafflé où la pression dépend de la vitesse, la pression dépend de la pression. Donc, ça fait que ça crée la difficulté de résolution, que ce soit quelque part numériquement ou ici en méthode analytique, on a ces difficultés de résolution et donc on va être obligé de s'en occuper de façon on a un peu de précaution. Donc après, la méthode modale est employée, donc je vous rappelle les séries, les modes de plaque, puisqu'on est en mode de plaque appuyée, ça a sa petite importance, ça permet d'avoir des bonnes convergences. On résout le problème par transfert de Fourier 2D, donc c'est un peu plus lourd pour les plaques. Et puis vous avez deux écritures. Bon, vous avez l'écriture très connue où vous avez chaque mode de plaque d'amplitude ANM est couplé à tous les autres modes de plaque via ces impédances de rayonnement que vous savez calculer. Et puis sur la droite, vous avez chaque mode de plaque va être couplé à tous les autres modes de plaque à partir de cette matrice inverse des gamma NMPQ. Voilà. Donc il va y avoir un couplage des modes de plaque entre eux. Ça va s'écrire un petit peu différemment de façon formelle. Voilà. Alors les impédances de rayonnement de plaque, voilà, vous avez ces formules que vous pouvez calculer numériquement, qui sont un peu lourdes à calculer, puisqu'il faut, elles sont indéfinies en termes de bornes, donc ça c'est toujours pareil. Et puis vous avez l'équivalent des termes de matrice, ici sont appelés gamma NM PQ, qui dépendent de la fréquence.
Le nombre d'ondes réduit, Kz, il passe au numérateur, donc ça crée une difficulté de convergence. Et Kz, c'est le nombre d'ondes réduit qui est lié à la transformée de Fourier spatiale du problème acoustique. Donc c'est ressemblant. Et donc, comme c'est ressemblant, on va pouvoir calculer ces impédances de rayonnement entre les plaques, la plaque bafflée et la plaque non bafflée. Donc, si vous enlevez la paroi en surface libre, si vous enlevez la partie rigide de la partie bafflée, bah, vous décrivez un problème purement dipolaire. D'un seul coup, vous récupérez, vous avez transformé votre source monopolaire en une source dipolaire. Donc, on sait bien que la source dipolaire, notamment en basse fréquence, va perdre énormément en efficacité de rayonnement. Donc, ça va se traduire, alors ce n'est pas intermodal, c'est juste le mode 1-1. Donc, prenez le premier mode de plaque et vous avez les parties imaginaires qui sont ici exprimées en dB en fonction de la fréquence, et ici les parties réelles qui sont aussi exprimées en dB en fonction de la fréquence. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'effet dipôle, on le retrouve particulièrement si vous allez en basse fréquence, puisque là, vous avez une échelle où vous perdez 30 dB, si vous êtes à moins 15 dB en nombre non dédimensionnel, vous avez perdu énormément. Donc, évidemment, le rayonnement acoustique BF du dipôle est bien moins, enfin, se chiffre ici par des pertes d'efficacité de l'ordre de 15-20 dB, ce qui est pas rien. Et en aspect, si vous regardez les aspects masse ajoutée, c'est moins flagrant. Finalement, la masse ajoutée est plus reliée à des phénomènes de champ proche. Et il n'y a pas une sorte de propagation tant que ça, c'est plutôt une acoustique qui est stagnante. Et le fait que ce soit bafflé ou non bafflé, bon, ça joue un peu, mais ce n'est pas aussi spectaculaire sur l'aspect rayonnement acoustique. Voilà, donc on sait faire du rayonnement non bafflé, et il se trouve que le sol, c'est exactement les mêmes conditions. Donc les conditions au niveau du sol, on va résoudre les équations de Navier. Donc ici, vous avez l'équation vectorielle sur les déplacements vecteur U dans le milieu solide élastique. Et vous avez les coefficients de Lamé qui interviennent. Et vous êtes ici dans une écriture en régime harmonique. Alors, on sait résoudre ça par la solution au potentiel scalaire et vecteur. Et ça nous permet de sortir, une fois que vous avez injecté ça, vous avez 4 équations. Donc, une équation sur un potentiel dit scalaire, et 3 équations sur un potentiel vecteur. Alors ici, pareil, le lambda, ce n'est pas lambda, c'est mu qui intervient. C'est une erreur de copie. Voilà, donc ces 2 équations, vous voyez que l'acoustique n'est pas loin, parce que finalement, on devrait y arriver, c'est quand même des équations d'Helmholtz quelque part, avec 2 célérités dans un milieu infini, élastique. On sait bien que vous avez la célérité qui est la célérité de compression qui est plus rapide. Les ondes de compression sont toujours plus rapides que les ondes de cisaillement qui sont plus lentes. Évidemment, ici, vous avez les expressions analytiques. Voilà. Alors du coup, c'est de l'acoustique, mais ça devient très incertain, parce que malheureusement, quand on fait de l'acoustique, si vous êtes dans l'eau, vous rentrez 1480 mètres par seconde, vous êtes quand même pas mal. Si vous êtes dans l'air, c'est vrai que ça dépend un peu de la température, etc. Mais bon, c'est bien que sur un rayonnement acoustique à 3-4 mètres d'une structure, c'est pas loin, il n'y a pas d'erreur sur ces coefficients. Évidemment, pour le sol, ça n'a pas du tout la même chose, parce qu'on a que des barres d'erreur, enfin, on a des encadrements, sur ces célérités. Et donc, regardez un peu les rochers, on a des ordres de grandeur entre les ondes de dilatation, compression et les ondes de cisaillement. C'est un ordre de grandeur qui fait que il va falloir jouer avec, et quelque part, on va être contraint par de l'identification de paramètres de sol si on veut continuer à faire de la simulation numérique. Voilà. Alors les conditions limites, du coup, c'est les conditions limites du problème non bafflé acoustique. Donc sur les contraintes en surface, on va garder des contraintes dans le plan qu'on va considérer nulles de partout. Et il y a uniquement au niveau de la plaque, c'est une hypothèse aussi qui n'était pas forcément évidente. Quand vous commencez à coupler une structure avec un sol, c'est quoi la condition? On va supposer que la condition porte uniquement sur la contrainte, la sigma ZZ, qui va être reliée à la contrainte imposée par la plaque en vibration de flexion. Le reste, c'est pression nulle.
Donc, nos équations d'Helmholtz, on sait les résoudre par transfert de Fourier, spatial bidimensionnel. Donc, ça, on sait faire. Ça ne change pas. Donc, on fait de la transfert de Fourier spatial dans les deux directions. Et on a comme ceci un potentiel donc, scalaire, une transformée de Fourier du potentiel scalaire qui s'exprime à partir d'un nombre d'ondes K1, et puis les trois potentiels vecteurs qui s'expriment à partir d'un nombre d'ondes K2, des nombres d'ondes réduits. Alors ici, c'est encore une petite erreur, K2, ici, ça serait K2 et K1 carré sont différents et mettent en jeu les célérités de cisaillement et les célérités de dilatation. Donc on a bien deux nombres d'ondes réduits, K1 et K2, puisqu'on a ces deux ondes à traiter. Voilà, donc si vous manipulez les équations de manière analytique, vous avez la possibilité d'avoir la transformée de Fourier du champ de déplacement en tout point, Ux, Y, Uz, qui est relié finalement à la transformée de Fourier de la contrainte imposée par la plaque en surface. Et du coup, le problème est à peu près manipulable avec les mêmes opérations analytiques, on va dire. Et donc, après, si vous inversez, toujours pareil, il faut inverser pour remonter au déplacement dans le milieu, dans le vrai milieu. Alors, on s'est un petit peu amusé à certaines choses. Bon, là, ça va nous servir pour faire des choses plus tard, mais enfin, c'était à peu près en simultané. Donc, il y a cette idée de faut caractériser le sol. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de caractérisation de sol. Je vous dis simplement comment on procède. Et ça, vous le trouvez dans tous les bouquins qui traitent de vibration de sol. Il faut identifier le sol. C'est la grosse difficulté. On s'aperçoit qu'on cumule des erreurs potentielles simplement dans les démarches. Parce que c'est bien beau d'identifier, mais des fois, c'est pas facile. Et là, on va essayer d'identifier le sol avec des méthodes assez connues. Donc, vous tapez sur un sol avec une masse instrumentée, puis vous disposez de capteurs d'accélération sur une quinzaine de mètres, et vous enregistrez les déphasages, les retards qui arrivent sur vos accéléros. Donc, ça, c'est très, très simple à dire, et puis c'est plus difficile à faire, mais bon, on y arrive. Et deuxième idée, c'était de se dire, si on pouvait travailler en stationnaire. On sait bien qu'en stationnaire, on a toujours plus de précision. Donc, on va essayer de travailler en stationnaire. Donc, on a un système ici de haut-parleurs, un tuyau, et puis on envoie des ondes acoustiques couplées au sol avec une forte pression acoustique, et puis ça fait vibrer le sol de cette façon-ci. L'intérêt de la première méthode, c'est qu'on serait à fréquence pure. Bon, et deuxième méthode nécessite de faire des transferts de Fourier spatiales, temporels. Voilà, donc le sol ne se laisse pas faire, c'est sûr. Alors après, en surface d'un sol, il va s'établir la combinaison des deux ondes de dilatation et de cisaillement. Donc, si vous envoyez une source en profondeur, vous envoyez ces deux ondes, eh bien, en arrivant en surface, elles se recombinent. Et elles se recombinent avec ce qu'on appelle les ondes de relais. Ces ondes de relais sont des ondes de surface et elles vont se propager avec une certaine vitesse. Et cette vitesse des ondes de relais, généralement, elles ont des allures un peu typiques de ce genre-là. Ça veut dire que en fréquence, alors regardez bien le domaine de fréquence, on est entre 10 et 50 Hz, on est passé dans un domaine très BF. Tout à l'heure, on sera encore plus bas. Mais en gros, vous avez comme ceci une forme asymptotique. Vous avez la célérité des ondes de relais tend vers la vitesse des ondes de cisaillement un peu plus élevée, mais bon, c'est à peu près ce qui se produit. Et puis, il y a une zone délicate où là, vous avez comme ceci une rigidification du sol, et ces ondes de relais augmentent avec la fréquence qui descend, donc ça, c'est bien connu. Alors, si vous identifiez la célérité de relais avec la phase qui va tenir compte des temps de propagation entre les différents capteurs, bon, vous avez comme ceci une possibilité d'identifier expérimentalement la vitesse des ondes de relais. Mettons que ce travail soit bien fait, bien, il vous faut ensuite, si vous voulez vous en servir, bon, et à partir de là, ça va être la méthode MASW qui est formellement représentée ici. Finalement, c'est l'aspect multicouche qui permet d'expliquer le fait que la célérité des ondes de relais va augmenter avec la fréquence qui chute. Alors, bon, vous faites vos acquisitions, vous avez comme ceci obtenu idéalement votre onde de relais en fonction de la fréquence. Et puis vous, numériquement, vous disposez d'un modèle
de sol, bicouche, tricouche. Hein, celui que je vous ai présenté, il était monocouche. Vous avez comme ceci la possibilité de faire varier des couches. Alors généralement 2, 3, généralement la troisième couche est souvent infinie, forcément. Et donc vous avez comme ceci, en jouant sur les paramètres, vous pouvez recaler un modèle. Donc, ils m'ont entendu, mais ils ne m'ont pas vu. Bon. Ils m'ont entendu, donc c'est parfait. Merci. Voilà. Donc, le multicouche et du savoir-faire, parce que c'est clair que derrière, il y a quand même une sorte de savoir-faire expérimental et numérique, parce que si vous manipulez ça la première fois, ceux qui l'ont fait, ils ont mis un peu de temps, comme d'habitude, à arriver à des choses qui soient raisonnables d'un point de vue possibilité de simulation numérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, enfin bon, c'est un grand mot, mais puisque le problème de ces plaques couplées à des sols homogènes, c'est de l'acoustique quelque part, on a reconstitué numériquement, on s'intéresse du coup aux impédances de rayonnement d'une plaque appuyée, couplée à un sol. Et à ce moment-là, on a deux choses assez intéressantes qui apparaissent. La première chose, c'est que pour les parties imaginaires de ces impédances de rayonnement de plaques, ici c'est le premier mode, 1,1, deuxième mode, 2,2, 3,3, etc., eh bien, vous retrouvez une forme asymptotique qui tend vers 0 en montant en fréquence. Par contre, sur les parties imaginaires, elles peuvent être soit positives, soit négatives. Donc, on sait bien que dans un fluide semi-infini, vos parties imaginaires d'impédance de rayonnement ne peuvent pas être négatives. Elles sont forcément positives sur une convention de signe. Elles ne peuvent pas changer de signe. Généralement, c'est un indicateur que numériquement, il y a un problème. Alors qu'ici, elles changent de signe. Et ça se traduit par, en BF, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les impédances de rayonnement en partie imaginaire positive, c'est de la masse ajoutée. Si elles sont négatives, le sol rapporte. Je vous ai dit en BF, on a nos ondes de relais, tout ça, ça crée de la raideur. Donc finalement, on va récupérer, elles sont négatives ici, et dépendant des ordres des modes, on a bien un effet de raideur rajoutée, et puis ensuite, ça se transforme en masse ajoutée, donc dépendant de la fréquence et de l'ordre du mode. Alors sur les parties réelles, vous avez, alors il y a l'air d'avoir deux pics, ce qui est un peu le cas, il y a deux coïncidences, puisqu'on a deux ondes, et sur les parties réelles, vous avez un premier pic qui se situe, qui est lié à l'onde de dilatation, la coïncidence entre l'onde de dilatation et le nombre d'ondes acoustiques, le nombre d'ondes mécaniques, modales. Et puis vous avez ici la deuxième coïncidence qui est liée avec la même coïncidence, mais cette fois-ci avec le nombre d'ondes de cisaillement. Donc, ça a à peu près les mêmes allures, c'est qu'en forme asymptotique, ça tend vers, si vous normez d'une certaine façon, ça tend vers 1. Et voilà, si on détaille ce qui se passe sur une seule, effectivement, vous avez comme ceci, vous avez au passage à la coïncidence entre le nombre d'ondes de cisaillement et le nombre d'ondes mécaniques pour le premier mode, mettons, vous avez le changement de signe. Donc on sait qu'avant, on considère que c'est de la raideur ajoutée, et au-delà, c'est de la masse ajoutée, et puis ça tend vers 0 au-delà. Et puis sur la partie réelle, vous avez l'effet d'amortissement qui, lui, va être significatif, puisque je vous rappelle qu'on est avec des rho 0C qui sont évidemment énormes, parce que si vous prenez un sol classique, le rho 0, enfin le rho, vous êtes évidemment à des rho qui sont de l'ordre de 1500-2000 kg par mètre cube, et la célérité de cisaillement, elle va être de l'ordre de 300, 400, 500. Donc vous voyez que les rho 0C, les rho C sont absolument énormes, et c'est ce qui fait que, c'est ce que ça va donner, quoi. C'est-à-dire que la première fois que vous faites une simulation numérique couplée correctement, évidemment, pour cette plaque de 6 mètres par 6 mètres, donc une application assez tramway, on va dire, vous avez 20 cm de béton et vous avez un amortissement rajouté qui est absolument faramineux. Évidemment, le couplage ici est évident. Les modes disparaissent, et puis, en termes de masse et de raideur ajoutée, les modes ont disparu par amortissement. Alors après, ce n'est pas très pertinent de se dire est-ce que ça a vraiment glissé vers le bas ou vers le haut. C'est l'amortissement qui l'emporte de toute évidence. Donc, après, les gens qui font du sol, structure, le savent évidemment depuis pas mal de temps, évidemment, d'un point de vue numérique. Par contre, ici,
avec des modèles analytiques simples, on peut donner des explications. Voilà. Oula, je suis un peu long. Donc, terminé, on peut jouer avec les paramètres de sol. C'est pas très, quand on voit les barres d'erreur qu'on a sur les estimations de paramètres de sol, que c'est bougé de 2-3 dB sur les vibrations de la plaque parce que vous avez changé de sol, c'est quand même pas le truc absolument. Enfin, c'est intéressant de savoir que c'est pas un premier ordre, c'est plutôt un second ordre. Qu'est-ce que disent les modèles quand on les compare? C'est bien de se comparer pour dire qu'on dit pas, on fait les mêmes erreurs, quoi, on dit les mêmes bêtises. Donc là, on dit à peu près les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Bon, enfin, je plaisante un peu, mais c'est une comparaison avec Mephisto, qui est un logiciel du CSTB, qui est, on va dire, une norme, une référence dans le calcul de couplage structure sol. Et puis vous avez, alors le nom du logiciel, ça vient d'une application industrielle, c'était Sherkufen à l'époque. Voilà, donc on a des choses qui sont très comparables. Alors maintenant, si on regarde une application vraie sur le tramway, vous avez comme ceci, bon voilà les ordres de grandeur, hein, c'est une comparaison théorie-expérience quand même sur des plaques. Et là, on a identifié 2 couches dans le sol, et vous avez les mesures sur dalle et les simulations sur dalle. Bon, 100 dB, évidemment, des échelles à 20 dB, mais c'est quand même pas mal. C'est toujours pareil, hein, ça dépend de ce qu'on cherche, mais vu les difficultés qui sont sous-jacentes, on se contente quand même pas mal de ces résultats. Voilà, et puis pour terminer sur les applications couplage ici dans le cas d'un couplage avec un bâtiment, donc c'est quelque chose qui a été publié, pas publié, mais communiqué très récemment à Paris, donc sur cette simulation numérique. Donc c'est pour vous donner une idée où en sont les bureaux d'études. Donc ils essayent d'identifier les sols, d'avoir des problématiques qui sont quand même assez complexes. Hein. C'est un vrai bâtiment qui est sur fondation. Ça veut dire qu'en fait, les fondations du bâtiment enterré, elles vont faire antenne. Ça veut dire que les simulations numériques sur des bâtiments posés au sol sur une ligne, ça n'a pas de réalité physique. Hein. Le couplage va s'effectuer par ces ondes qui arrivent en surface et qui plongent dans le sous-sol. Donc, il faut prendre en compte les sous-sols. L'excitation, c'est un rouleau compresseur, je pense. Hein. Donc, c'est l'excitation qui donne à peu près cette allure de spectre d'excitation. L'excitation est là et vous avez une propagation qui s'effectue en face. Et on essaye de calculer. Alors, c'est un bâtiment qui est en bois pour la partie supérieure. Et on a des comparaisons théorie-expérience, finalement, avec différents modèles. Et on a la comparaison avec l'expérience en bleu et puis des simulations qui sont, donc ça a été publié avec Gauthier et Tony, groupe Gamba. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche pour l'aspect Gamba, c'est que finalement, les modèles entiers, éléments finis, avec des perfect match layers, ça se fait, mais il vous faut, encore une fois, des monstres de calcul et de taille de calcul, donc il faut essayer de réduire les modèles. Et donc l'idée de cet article, c'était de montrer que la réduction de modèle, en quoi le modèle est réduit. Alors la source est calculée en l'absence de bâtiment, c'est une solution analytique, on envoie une onde qui se propage à partir du rouleau compresseur. On calcule les contraintes dans le sol libre en l'absence de bâtiment, et puis après, en recalant, on excite le vrai bâtiment calculé par élément fini avec les contraintes appliquées sur la face enterrée insonifiée du bâtiment. Les contraintes sont appliquées et on suppose que le bâtiment est bloqué sur ses arêtes. Et après, pour tenir compte du couplage sol-structure qui est quand même prépondérant, comme on vient de le voir, et en amortissement, finalement, on va rajouter des amortissements issus de la simulation numérique que je vous ai présentée, couplage, plaque, sol semi-infini. Et finalement, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut avoir une idée du couplage sans avoir... Enfin, c'est un ordre de grandeur qui est très raisonnable. Et on peut penser que cette simulation est quand même intéressante dans la façon d'obtenir des résultats qui puissent se faire assez rapidement, entre guillemets.
Donc on a intégré ces coefficients de couplage qui sont juste présentés par les méthodes analytiques au bas. Voilà, alors je vais passer à une dernière partie, et finalement ça va créer une continuité. Donc on a vu le couplage en gros du sol avec une structure, fluide lourd avec une structure, et finalement, une dernière partie, c'est plutôt la source qui va changer, mais bon, l'ouvrage de génie civil va être d'un autre ordre de grandeur, et donc vous allez voir que de toute façon ça consiste à regarder les vibrations de certains éléments dans le barrage, et qui fait que c'est des organes sensibles, notamment à l'excitation mini-séisme. Alors, mini-séisme, c'est quoi? On va voir juste après. Bon, on n'est pas en Turquie, heureusement, on n'est pas au Japon. Donc, évidemment, les ondes, même si en France, les ondes existent et créent quelques dégâts, ça peut arriver quand même, on ne peut pas dire que ce soit... Mais c'est plutôt pour des maisons, c'est plutôt pour des cheminées. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais quand on est à l'échelle d'un ouvrage, quand même, de type barrage, ça reste, Dieu merci, ça reste quand même... on va dire négligeable, mais bon, ça n'engage que moi, mais c'est un peu le point de vue qu'on puisse avoir avec le temps. Voilà, donc pour terminer, alors pourquoi finalement une histoire? Ça vient de rencontre avec Optifluide. Alors Nicolas Boisson, qui est patron d'Optifluide, qui est un bureau d'études qui est plutôt spécialisé en mécanique des fluides, basé sur le campus à Villeurbanne. La rencontre avec EDF et le centre d'ingénierie hydraulique. EDF, ils sont basés au Bourget-du-Lac. Voilà, et notamment, on a les questions qui sont plus ou moins formulées, hein, toujours pareil, quand vous démarrez un problème un peu complexe, c'est jamais, si on va faire ça, ça et ça. C'est jamais comme ça, c'est toujours, on va dans certaines directions, et puis on s'aperçoit qu'il fallait aller dans l'autre, etc. On cherche, on tâtonne de toute évidence, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc, plus ou moins formulé, l'acoustique dans les retenues hydroélectriques en très basse fréquence. Alors là, on est tombé entre 2 et 30 Hz, on va dire. L'acoustique propagée dans les tuyaux, bon, en gros, c'est du tube de Kundt. C'est vrai, ça marche plutôt pas mal. Bon, c'est un peu simple, mais c'est quand même, voilà, les tuyaux remplis d'eau de grande longueur. Ah, vous allez voir pourquoi. Après, comment générer une onde acoustique en très basse fréquence? C'est pas évident, à 3, 4, 5 Hz, comment on peut arriver à faire du bruit avec un minimum de puissance, avec des moyens. Alors vous pouvez imaginer des trucs extrêmement lourds, la barge qui flotte à la surface d'un lac, vous venez taper avec un marteau-piqueur, vous faites des simulations numériques comme ça, vous apercevez qu'à 100 mètres de profondeur, vu la divergence géométrique, vous avez récupéré pas grand-chose qui puisse rentrer dans un tuyau. Donc, ce n'est pas la solution. Voilà. Après, pourquoi certains modèles à l'époque sont trop majorants dans les tuyaux? Bon, on peut regarder et répondre à cette question assez facilement. Bon, alors du coup, vous voyez, il y a de l'eau, il y a du sol, il y a de la structure, et puis finalement, il y a une sollicitation qu'on ne connaît pas. Alors, moi, je ne connaissais pas. Et puis, on va essayer de voir si on peut tirer quelque chose de ça. Voilà, alors une vue d'ensemble du problème qui permet de bien résumer ce qui se passe. Alors celui-là on peut le citer, c'est le barrage de Saran, c'est une retenue dans le centre de la France, c'est une des plus grandes retenues de France en termes de hauteur de retenue. Donc au moment d'une vidange du lac, donc vous avez, alors c'est vrai que ça ne se voit pas tellement, mais sur la diapositive qui présente l'aspect un peu... Vous avez le lac qui est vide ici, enfin il n'y a plus qu'un résidu d'eau. Vous avez le barrage et finalement vous avez des conduites qu'on appelle des conduites de vidange de fond qui permettent de vidanger un barrage pour des raisons de maintenance, éventuellement des raisons plus graves que ça, mais en tout cas on peut vidanger le barrage avec ces colonnes, ces vidanges de fond. Voilà, donc ça c'est la situation où EDF en avait profité pour changer des vannes qui avait un certain âge. Donc là, ici, vous aviez une vidange qui datait des années, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est dans les années 35 par là. Et là, vous avez la dernière vidange du lac qui était, quand on y est allé, c'est-à-dire en les années 2015 par là, un truc comme ça. Alors du coup, ça ne se voit pas bien, mais vous avez les entrées
des entrées d'eau ici. Alors ici, on est à l'échelle, les entrées d'eau, c'est 6 mètres de diamètre. Hein. Donc vous rentrez avec un tractopelle et vous êtes en onde plane parce que vous êtes à 3 Hz. Donc c'est bon. C'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir envoyer des ondes acoustiques là-dedans parce que comme ça va être guidé en onde plane et que vous êtes à 3, 4, 10, 15 Hz, ça va se propager. C'est super. Avec un petit haut-parleur, on va arriver à avoir du signal à une certaine distance. Voilà, ça c'est le contexte. À l'époque, les modèles sont trop purs. Alors, il y a des simulations numériques qui montrent quelque chose qui est purement acoustique dans l'eau. Il y a une sollicitation en entrée ici qui vient solliciter, en gros, bon, c'est de la sollicitation, je prends la bouteille et je secoue. Et à partir de là, ce qui est important, c'est qu'ici, vous avez le barrage et ici, vous avez les 2 petits tuyaux. C'est nos deux colonnes qui font une certaine longueur de distance. Et l'intérêt, c'est d'essayer de voir il y a combien de pression à l'intérieur de ces tuyaux en fermeture. Donc, vous avez une simulation numérique qui est ici. On s'aperçoit que ça ne va pas, parce qu'on voit bien les ordres de grandeur, 30-40 pascal. Bon, on est au-delà du raisonnable, puisqu'on a quand même une pression d'équilibre au maximum qui doit être oui, on est en barre, excusez-moi, on est en barre. 10-30 bars. Donc, s'il y a 2, 3, 4, 5 bars au fond de la retenue, c'est un maximum. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette simulation, mais bon, il faut bien démarrer quelque chose. Et puis après, les tuyaux. Alors, les tuyaux remplis d'eau, il y a des simulations où on prend en compte le couplage avec la colonne d'eau circulaire pour des raisons pratiques. Et puis, on met un solide élastique en face extérieure et on regarde les propagations. Donc, ces tuyaux c'est des tuyaux ouverts fermés. Donc, s'il n'y a pas d'amortissement ni dans le fluide, ni dans le solide, enfin, s'il n'y a pas de solide élastique, vous retrouvez tous vos modes de tuyaux ouverts fermés avec, évidemment, des asymptotes et des singularités. Et puis, si vous couplez avec un fluide équivalent, là, l'idée, c'était de coupler avec un fluide équivalent, au sens que, de mémoire, il me semble que c'est un couplage avec l'onde, je dis peut-être de bêtises, mais uniquement avec une onde acoustique de célérité de dilatation, je ne sais plus. En tout cas, vous apercevez qu'il se trouve que cette fois-ci, le couplage radiatif est surdimensionné de façon énorme et c'est quand même pas satisfaisant. Alors, si vous couplez avec du sol, avec les méthodes présentées auparavant, donc si vous faites ça analytiquement, si vous faites ça numériquement, c'était le cas ici, les travaux de Mathieu. Donc, on comparait la simulation numérique avec des possibilités d'amortir le milieu solide élastique avec des perfect match layers, etc. Donc, si vous gérez ça correctement, et puis on compare avec les solutions analytiques. Pour 3 sols, et ce qui va être caractéristique, c'est que, alors vous avez les atténuations en dB par mètre. Si vous avez un sol qui est très tendre en vert, vous avez des atténuations qui sont très fortes, donc vous perdez, l'onde acoustique perd d'énergie à cause du couplage radiatif de façon très importante. Puis si vous avez des couplages avec des sols plus raides, ces échanges radiatifs sont plus faibles. Ça se traduit par un ralentissement de l'onde acoustique à l'intérieur, donc par couplage. Vous avez dans le sol le plus tendre, vous avez une célérité acoustique qui tombe en dessous de 200 mètres par seconde. Vous voyez qu'il y a un ralentissement qui est phénoménal. Puis si vous êtes, ça c'est peut-être pas très raisonnable pour des applications qui étaient les nôtres. Et puis si vous revenez à des sols plus rigides, la célérité devient plus importante. Alors ça, typiquement, ça peut être des applications, tout ce qui est tuyaux enterrés, en surface. Des fois, vous avez des colonnes d'eau qui sont à l'intérieur dans des sols enterrés en surface avec des sols très souples, du sable, etc. Vous pouvez avoir ce genre de résultats. Voilà. Alors, du coup, il y a cette idée de cocotte acoustique. Bon, la formule, elle me faisait un peu marrer parce que cocotte minute, c'était un peu l'idée. Ceux qui font de la cuisine, la cocotte minute, ça permet de cuire plus vite, ça permet de monter en pression. La cocotte acoustique, en gros, vous envoyez le haut-parleur est confiné sur un tuyau et si vous avez un haut-parleur qui est assez puissant en basse fréquence, vous avez des effets de surpression
acoustiques qui peuvent être énormes. Je suis sûr, on avait mesuré sur un mode des trucs comme 165 dB, un truc comme ça. Donc, vous avez intérêt à avoir un bon microphone DK, parce que si vous prenez des microphones, bon, vous cassez, vous pétez le microphone. Donc, voilà. Donc, on est capable, c'est dans l'air, on est capable d'avoir sur une résonance, sur des tuyaux qui font 2-3 mètres de long, vous pouvez comme ceci avoir des pressions absolument faramineuses. Donc, l'idée, c'est que ici, il y a la colonne d'air. Bon, on a besoin, je vous l'ai dit, d'envoyer des ondes acoustiques dans l'eau. On ne sait bien pas pourquoi. Mais en tout cas, on a besoin de générer ces ondes. Donc, on a notre colonne qui va être remplie d'eau. Et puis après, si on se met devant une entrée, on peut espérer envoyer des niveaux de pression assez conséquents. Alors, effectivement, ici, il faut faire attention. Au départ, on avait vu les transparences acoustiques au haut peuvent être désastreuses. Alors, ce n'est pas une plaque, heureusement. C'est une coque. Et comme on est bien en dessous de la fréquence d'anneau, on a un guide d'onde ou notre onde acoustique à 120 dB. On va avoir très, très peu de pertes. On avait à peu près des dimensionnements pour 100 mètres de descente, parce qu'on pensait au départ essayer d'exciter à sa rampe. Bon, il se trouve qu'on s'est modestement contenté de quelques mètres. Bon, ça montre que le système est opérationnel et ça nous a permis de mesurer des premières atténuations dans une conduite ici pas très loin dans les Alpes, en Chartreuse, et donc on a pu mesurer des atténuations, des dB par mètre avec ce système de source acoustique. Voilà. J'ai presque terminé. Donc finalement, les choses étant, on va dans un sens, on va dans d'autres directions, au sens qu'on a des possibilités de faire ces expériences avec EDF, CIH, donc c'est clair, quand il y a des opportunités, on les saisit. Et ils nous ont plutôt envoyé faire des mesures. Donc, je ne donne pas le site parce que bon, c'est vrai que ceux qui connaissent, mais ce n'est pas évident là-dessus. Donc, on a finalement positionné un hydrophone à l'intérieur d'une galerie. Là, vous avez le robot qui permet de descendre et d'aller promener, d'aller poser un hydrophone à l'intérieur de la galerie de vidange. Et à ce moment-là, vous avez sur ce barrage-là, vous avez aussi des mesures sismographes, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si vous attendez, vous restez pas mal de temps, vous faites des mesures sur quelques mois, donc vous avez typiquement la caractérisation de la conduite. Donc, on a un tuyau ouvert-fermé à peu près, et donc en conséquence, on s'aperçoit qu'on a des beaux modes acoustiques qui apparaissent. Comme la conduite est assez longue, alors donnez-moi votre première fréquence propre, je vous dirai quelle est la longueur de la conduite, ça c'est à peu près évident. Et donc en conséquence, on voit bien qu'on a nos beaux modes, on est entre 0 et 10 Hz, tac, 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 tac. Ça s'établit bien avec le bruit ambiant. C'est simplement une mesure avec le bruit ambiant, il n'y a pas de source acoustique externe. Voilà. Alors il y a bien une diminution de la vitesse de propagation de l'onde acoustique due au couplage avec le sol. Alors là, le sol est quand même assez rigide, on n'a pas du tout un sol. C'est quand même un sol qui est plutôt, les masses volumiques sont plutôt à 3000 kg par mètre cube, et puis les célérités, on a quand même des célérités qui sont assez fortes, c'est une sorte de rocher quand même pas loin. Et donc si on compare les modes expérimentaux et les modes recalés, alors vous avez les fréquences, c'est plus les théoriques et les recalés, donc vous avez la possibilité, en prenant la bonne célérité, pas 1500 mètres par seconde, mais en prenant une célérité, alors si je la regarde là-dessus, on est plutôt à 1370 mètres par seconde, donc un ralentissement de la célérité, là, vous retrouvez pas mal vos premiers modes acoustiques expérimentaux de la conduite. Alors du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les conduites longues peuvent être amplificateurs, puisque vous voyez que ces fréquences propres tombent en plein enfin je ne vous l'ai pas dit, mais ça tombe en plein dans les possibilités fréquentielles d'excitation liées au mini-séisme. Voilà, donc ça peut être amplificateur. Qu'est-ce qui peut être amplificateur? Alors il y a des modes, vous retrouvez aussi des modes numériques, vous pouvez les calculer par élément fini, il y a des modes de lac. Ces modes de lac, notamment le premier mode, qui est le plus bas en fréquence, c'est le mode qui finalement coïncide avec la plus grande profondeur du lac. Donc c'est contre la paroi, le barrage est ici, donc c'est en face du barrage, c'est là qu'il y a le maximum de profondeur. Et donc comme ceci, vous voyez apparaître les premiers modes qui peuvent être dans la bande de fréquence et qui peuvent jouer un rôle amplificateur. Et puis pour terminer, vous avez les modes du génie civil avec les modes de barrage
présenter toujours pareil, c'est les vibrations qui s'établissent sur la partie haute de la structure. Donc, vous avez ces modes-là. Et finalement, vous pouvez, alors, en prenant un peu de temps, donc là, les travaux de thèse de Mathieu montrent les choses suivantes, c'est-à-dire que vous avez l'influence du couplage avec le sol. Alors, en bleu, vous avez une simulation mini-séisme où vous n'avez aucun couplage avec le sol. Donc, de toute évidence, vous avez dans la retenue, sur la vanne de vidange, vous avez des niveaux amplifiés de façon significative. Ça, c'est une excitation non plane. Puis là, vous avez la même excitation non de cisaillement. Et vous apercevez que si vous couplez toute la retenue, les conduits de vidange, tout cet ensemble-là avec un volume, ça c'est calculé par élément fini, vous avez la chose suivante, c'est-à-dire que vous apercevez que dans la retenue, ça calme énormément les choses, donc le couplage radiatif vous amortit énormément ce qui représenterait les premiers modes acoustiques de la retenue. Mais dans les circuits de vidange, on s'aperçoit qu'on continue à avoir des amplifications notoires. Donc, voilà. Donc là, quand on en est là, on peut encore s'inquiéter des possibilités d'amplification, puisque si les modèles sont raisonnables, de couplage sol-structure, il y a quand même les amplifications. Vous pouvez les voir. Elles dépendent de quoi? Le couplage radiatif a été pris en compte correctement. Dans l'eau, il n'y a pas de couplage, il n'y a pas d'amortissement notoire, c'est le couplage radiatif qui domine. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même peut-être des amplifications si vous avez évidemment coïncidence avec l'onde acoustique, l'onde de vibration qui va être imposée par ce qui est dit mini-séisme. Voilà, alors les mini-séismes, si vous mettez campagne d'essai et vous enregistrez avec des sismographes dans le voisinage de la structure, vous avez quelques exemples ici, des événements qui sont, alors, des échelles, vous avez ça peut aller jusqu'à quelques micro-G, on va dire, au niveau du sol. Voilà, c'est ce qui a été enregistré. On n'est pas en train de dire que c'est un majorant, mais voilà ce qui a été à peu près enregistré. Et puis, voilà, des événements, et ça se situe à l'intérieur de la conduite de vidange, alors, à peu près quelques pascals. Bon, donc, c'est évidemment quelques pascals. On n'est pas sur ces événements-là. On sait bien qu'on est tranquille. Voilà. Alors, un petit exercice de TD pour terminer. Donc, c'est marrant parce que, alors, c'est pour ceux qui ont fait de l'enseignement avec moi et puis même avant. Donc, ça date de GM, 3 GM et puis même de 4 GMC, parce que du temps, les vibrations étaient enseignées uniquement en 4e année du parcours GMC. Mais bon, ça n'a pas tellement changé. Alors, c'est un exo que je faisais en premier TD. Et c'est vrai qu'il est, il est assez symptomatique, intéressant. Bon, voilà, vous prenez un petit problème masse-ressort, on amortit, vous mettez une force sinusoïdale. Attention à l'espionnage industriel. Voilà, et donc du coup, vous avez la réponse de votre masse autour de la position d'équilibre statique. Vous donnez des conditions initiales, ça ne bouge pas, et vous allez avoir la solution analytique intéressante, déplacement, qui va faire apparaître évidemment la pulsation d'excitation et la pulsation propre de votre système masse-ressort. Alors, à partir de là, si FE, si la fréquence d'excitation est différente de F0, ce n'est pas amorti, bon, vous voyez que finalement, au pire, donc ça, c'est différent de 0, au pire, ça, en fonction du temps, ça peut valoir 2 cette affaire. Hein. Donc, ça veut dire qu'en raisonnement en flèche statique, si la flèche statique F sur K est comme son nom l'indique, la réponse de la structure sous une force qui sera appliquée en statique, vous avez 2 fois le coefficient d'amplification. On est tranquille. Et puis, deuxième forme asymptotique, si vous appliquez la fréquence d'excitation qui coïncide. Bon, vous voyez, prenez votre solution asymptotique et ça se met théoriquement à diverger avec une amplitude en Ft sur 2m oméga 0. Donc évidemment, en fonction du temps, ça prend des grandes valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? La mise en résonance, ça va se limiter lorsque l'amortissement va prendre le relais, quoi. Donc ça va bien se calmer, on sait bien. Bon, mais c'est vrai que s'il y a peu d'amortissement, vous allez atteindre la solution
stationnaire amplifié sinusoïdal. Voilà, alors si vous regardez cette enveloppe-là, si vous la réécrivez, cette pente croissante linéaire en fonction du temps, on peut la réécrire sous la forme d'une flèche statique F sur K par des paramètres de double slash T oméga 0 sur 2. Alors par exemple, si vous prenez 5 fois la période propre, au bout de 5 fois la période propre, vous pouvez avoir un facteur d'amplification, par exemple, qui fait 5pi. Ça fait à peu près 3 fois 5, 15. Bon, il y a 15 fois, l'amplification peut quand même atteindre 15, etc. Alors maintenant, où on en est, c'est les expériences, certaines expériences ont l'air de montrer que donc, les temps de sollicitation des mini-séismes ou des séismes en général permettent de faire résonner les structures, ça c'est sûr, on peut atteindre des coefficients d'amplification importants. Maintenant, la question, c'est est-ce que les fréquences d'excitation coïncident avec les fréquences propres? Ça dépend de la stationnarité de l'excitation, etc. Et apparemment, bon, on engage que moi, mais je pense qu'on a des résultats qui montrent que sur certains cas, finalement, ça ne serait pas le cas, ou ça coïncide très peu, ou pas assez longtemps. Et résultat, on a l'air de montrer que ça reste petit. Donc finalement, le mini-séisme, c'est quoi? C'est F sur K qui reste petit. Mais l'amplification dépend effectivement de cette coïncidence. Et si la coïncidence, ça, il faut aller mesurer pour voir que les choses, finalement, on peut avoir un point de vue optimiste de la réponse. Mais je ne suis pas le responsable de la sûreté des ouvrages en question. Voilà, donc remerciements. Alors, je ne vais pas remercier tout le monde. Donc, je vous ai dit que j'avais limité les 3 thèmes de cet exposé. Donc, les travaux de Loïc Gros, donc, en thèse, et puis avec les articles, travaux de Mathieu, thèse, articles et rapports, et puis les collaborations avec Acouphène. Denis, qui n'est pas là, Tony, qui est peut-être en visio, et Gauthier, qui est présent. Alors, avec Optifluide, passer la rencontre avec Nicolas Boisson, Mathieu, et évidemment, avec EDF, c'était les collaborations avec David Gravelaine, et puis à Morphosense, il y avait déjà Loïc Gros. Et puis, si on n'oublie pas complètement d'où on vient, remerciements à Claude Le Sueur, Jean-Louis Guyader, Claude Boisson, Maurice Lotland, Tonio Godoy, Christian Cacciolati et Bernard, malheureusement, qui n'est plus des nôtres. Voilà, donc ça a été un peu aussi grâce à eux qu'on a fait une petite carrière. Je vous remercie de votre attention. C'est bon, on a été un peu trop long. Avant de donner la parole à Goran, bien sûr. Oui. Goran. Ce qui m'intéresse, d'abord, le travail scientifique fait MESEA, par exemple, pour connaître sur des sujets intéressants, artistiques, tels que le couplage entre un fluide et une phase de corps de l'eau, c'est-à-dire une corps une plaque de l'eau, et les gens à l'extérieur du théâtre qui peuvent être intéressés par ça. Est-ce que tu as eu en face interlocuteurs qui sont intéressés, des gens qui voulaient profiter des connaissances de ici, ou c'était plutôt travaux de recherche pour la recherche? Alors moi, pour répondre clairement, j'ai jamais été travaux de recherche pour la recherche. Ça m'a toujours un tout petit peu, c'était pas mon esprit. Donc c'est pour ça que souvent j'ai croisé sur la route. Je réponds à ta question, c'est-à-dire que si par hasard j'avais pas discuté avec Acouphène à l'époque, Denis Bozzetto, qui s'intéressait aux vibrations de sol, qui faisait des mesures de vibration de sol, c'est des choses qui seraient restées purement dans la littérature scientifique. Bon, je n'ai pas publié énormément, de toute façon. Mais donc, alors, le couplage coque-fluide, bon, il était très partagé par d'autres. Tu sais bien, les gens, l'ONERA, le LMA, l'UTC Compiègne, etc.
Disons que la seule chose qui était intéressante, il me semble, c'est que les démarches étaient numériques, étaient très, très numériques, alors que nous, on était sur des démarches analytiques, si tant est se faire se peut. Et donc, à partir de là, je pense que bon, quand tu fais un calcul purement numérique à l'époque, tu donnes des résultats. Je me souviens que des fois, le LMA sortait des trucs, bah voilà, le résultat était pondu et il ne savait pas trop expliquer. Nous, on avait toujours une démarche, au moins pour les coques cylindriques, l'aspect fluide lourd, c'était toujours une démarche prétendre que nos méthodes permettaient d'expliquer, pointer du doigt certains phénomènes que numériquement, étaient peut-être plus puissants. Alors, l'utilisation finale, je te dirais que ça a été certainement au niveau des applications fluide lourd et coque cylindrique, bah, ça n'a pas été transformé. Je pense que les gens ont vu des choses que nous, on sortait, on collaborait évidemment, mais les puissances de calcul sont arrivées et puis ils avaient les expériences aussi, ils disposaient d'expériences que nous, on avait de la peine à avoir. C'était quand même des choses assez confidentielles, pas tellement pour des raisons vraiment au sens propre, mais plutôt que c'était des discours qui se tenaient entre chercheurs et typiquement le flou structural, enfin je veux dire l'amortissement interne apporté par les structures, bon ben voilà, ça tombait, ça faisait partie de quelque chose qui était notoire et que nous on n'avait pas du tout vu ces résultats. Et deuxièmement, on n'avait même pas les courbes. Je ne sais pas si d'ailleurs ces courbes ont une fois existé, quoi. Alors, je te dirais que sur la partie couplage avec l'eau extérieure à un cylindre, ben, c'était très sous-marin, c'était très, très DGA, donc c'était des choses qui sont, nous, qui nous ont appris beaucoup, moi qui m'ont appris énormément, ça m'a permis de rebondir dans des tas de situations. Mais je ne pense pas que ça ait été tant exploité que ça. Mais je dirais qu'à mon avis, ce n'est pas uniquement le fait de ces applications-là. Moi, j'ai en tête que les travaux avec Quentin, je sais que Renault, après avoir fait développer des méthodes et donc financer des travaux de recherche et une thèse, finalement, ce sont des fois n'ont pas réussi à transformer l'essai dans leur service à l'interne. Alors maintenant, je te dirais qu'il y avait des connaissances très, très parcellaires. Hein. Moi, je me souviens, Poiré, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Lui, un mode, pour lui, ça n'existait pas, quoi. Alors, il y avait des discussions un peu sur le sexe des anges, sur le fait que, qu'est-ce que c'est qu'un mode de coque? Bernard Poiré était là. Ah, un mode de coque, c'est quoi? En fait, c'est ça, quoi. Et lui, il était onde, il était propagation. Enfin, il y avait des domaines il y avait c'était très, très bizarre, les connaissances. Enfin, il y a des gens qui savaient des trucs, il y a des gens qui découvraient. Enfin, bon, c'était très, très, très bizarre, quoi. Enfin, bon, c'était l'époque qui voulait ça. Par contre, nous, on a bien avancé sur ces choses-là, quoi. Ça nous a permis de bien comprendre. Alors après, à l'interne du labo aussi, bah, il y a quand même des gens. C'est peut-être Laurent qui te répondrait mieux. Hein. Qu'est-ce que... Je me donne la parole. Déjà, moi, je dirais que la principale application du Internet, je dirais, c'est le dernier transparent. C'est les noms qui apparaissent ici, et finalement, c'est les gens qui ont formé. C'est eux qui maintenant. Oui, bien sûr. Alors moi, je n'étais pas formé, hein, c'est sûr. On n'a pas eu le temps de tellement travailler ensemble, mais c'est vrai que. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Et après, c'est toujours. Alors, je pourrais te poser la question sur le modèle que vous avez développé. Finalement, c'est relativement basse fréquence. Oui, alors nous, on les faisait monter pour les coques. Tant que c'est pas ready, la coque, elle tient la route, c'est mince. Ça tient la route jusqu'à des fréquences assez élevées. Une coque mince, ça tient la route. Mais les raidisseurs, tout de suite, ça te plombe le problème. Donc, on monte, on voit des choses, les convergences sont assurées, mais les hypothèses de base sont trop fortes. Je pense que les capacités de calcul ne peuvent pas se faire maintenant. Et je pense que le domaine de fréquence pour la détection, c'était, je pense, assez haut en fréquence. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est que comme les antennes s'agrandissent, la détection maintenant c'est plus basse fréquence. Et par exemple, je sais qu'à Navalou, ils ont redéveloppé le code là, que j'ai montré. Oui. Alors, les codes, là, des codes, ils ont été passés à des normes industrielles armées, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Là. Bon, voilà, des sortes de transcriptions numériques enfin, selon des standards, mais là, tu me dis qu'ils redéveloppent. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tu sais,
C'est tout. Hein. Pose- Finalement, l'aviation, voilà. Oui, oui, c'est des. Difficile de savoir. Oui, tu sais pas. Moi, je sais par contre ce que ça m'a permis d'aller voir par la suite, quoi. Si j'avais pas travaillé comme ça au départ, voilà. Action, Goran, continue. Poser une question concernant la séparation des ondes de l'acide dans le sol. Je peux imaginer que, étant donné que le sol est très hétérogène, que les paramètres du robot gèrent la situation, mais tu as mentionné les mesures qui ont été faites. Quand tu fais la mesure, on met le facteur quelque part où le facteur voit la partie du sol et dessous, c'est pas la globalité. Et donc, je me demande, est-ce que, à partir de cette mesure, on peut reconstruire les paramètres physiques du sol qui sont là. Vous voyez ce que je disais sur la C'est ce que fait la méthode NAS2, je te dis localement. Pour retrouver l'onde de relais, est-ce que la solution est unique? Bon, c'est un autre problème, mais j'en ai une qui a l'air de me donner une sévérité qui est raisonnable dans mon domaine de fréquence. l'accélération. Comment? Tu mesures l'accélération Mesure avec des accélérants dans une direction. dans une direction. Parce que quand l'onde de relais, la trajectoire des particules, Oui, est-ce qu'on ne peut pas profiter en mettant les triaxes parce que les axes, oui, il faut prendre les caractéristiques de matériaux. Est-ce qu'on ne peut pas faire une meilleure. alors ça peut-être que tu pourrais travailler avec les pierres. C'est pas moi, il me semble que j'avais eu l'idée d'essayer de travailler sur des fréquences longues, pour avoir plus de précision. Il se trouve que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ça dépend ce que tu cherches. Quand tu regardes le problème final qui t'intéresse, c'est toujours pareil. Soit tu veux de la précision sur la façon de. Alors moi, ce que je compte, c'est quand même, c'est qu'en train de constater le sol qui est à peu près, en termes de longueur d'onde, voilà, c'est à peu près, ça se passe dans cette zone-là. Et à partir de là, forcément, des fois, il y a des erreurs. De toute façon, les résultats montrent qu'à certaines fréquences, vont à 10 dB, d'autres à 3 dB, des fois à 20 dB. Quoi. Donc, on est tributaire de quelque chose qui, de toute façon, nous échappe. Je ne pense pas que ce soit le problème de mettre plus de précision sur la mesure dans le domaine de la méthode évaluative. Ça dépend ce que tu veux faire derrière. Si tu veux résoudre des problèmes assez globaux, là, finalement, ça sert à rien d'avoir une super précision, alors que derrière, tu perds énormément de précision dans l'état de. Oui, c'est parti. Une petite question sur le c'est sur notre dimension. Dans une conduite de barrage, qui ne sont pas utilisées, elles sont en eau, elles sont en eau. Elles sont en eau. À tout le temps, oui. Ça ne peut pas causer des problèmes. Alors, elles ne sont pas tubées. En général, c'est pas tubé. Ah oui, c'est closé. Il y en a des tubés, mais généralement, c'est pas tubé, donc c'est vraiment stagnant. Alors, par contre, d'une année sur l'autre, on va faire là l'expérience que je vais montrer. On fait une mesure très satisfaisante en termes de moyens d'essai, en termes de caractérisation d'atténuation dans une conduite. On revient 2 ans après avec Mathieu, et là, boum, c'est carrément tout faux. Quoi. On mesure n'importe quoi. Très très mal. Et donc, tout simplement, la vidange avait été faite, ils avaient vidangé, et ils avaient remis de l'eau dans cette conduite, et nous on est passé derrière. Donc, il y avait des tas d'endroits où il y avait de l'air en surface à l'intérieur de la conduite, et là, l'effet de bulles, alors c'était plus des bulles, c'était pas des bulles, c'était on peut supposer des mini lacs en surface, une interface entre le rocher en partie. Et là, tout faut. Alors, c'est vrai que quand on sort une expérience, c'est pour ça que même si ces dernières expériences sont assez intéressantes, c'est vrai qu'on n'est jamais complètement sûr d'avoir complètement, comme dire, pogné le problème, quoi, pour être sûr du coup. Après, ouais, c'est un peu d'intuition. Moi, j'aurais tendance à dire ce que je vous présente à la fin, mais peut-être que je pars à la retraite, je suis parti à la retraite, donc je peux dire des conneries. Ça ne me gêne pas. Sur YouTube encore. Hein? C'est sur YouTube encore. Sur YouTube, mais bon, c'est vrai que il y a l'intuition qui parle un peu au moment. C'est jamais de la. Ouais.
faire appel à ton intuition. Tu sais, moi, je fais beaucoup de plongées sous-marines. On a un problème souvent, c'est les oreilles, les qui sont les pression. Quand on est en mer, on a des plongeurs expérimentés, on a un ce problème. Mais j'ai constaté que quelques années, on va s'entraîner dans des fausses techniques. Je repense à la cocotte acoustique. Une fausse de plongée, c'est un tube, une colonne d'eau de 6 mètres de diamètre, 20 mètres de. Et là, même des plongeurs expérimentés, il y a énormément de barres automatiques. Et moi, mon intuition, je te la c'est peut-être impliquer un effet amplificateur, je ne sais pas. Alors après,